Les élèves avec qui je travaille qui sont plutôt timides par nature ou qui se disent pas à l'aise à l'oral, mais qui sont concentrés, qui montrent de l'intérêt pour le jury, l'intérêt pour les questions, c'est ça qui fait réussir. Les jurys savent que maintenant, avec l'IA, vous pouvez être aidé et surtout, vous pouvez effectuer des recherches. Comme je le dis toujours en plaisantant, vous posez des questions, vous allez prendre un petit verre d'eau et quand vous revenez, vous avez la réponse. Et ça, maintenant, les jurys le savent. Donc les élèves qui se préparent mal, je pense qu'aujourd'hui, ils le paieront beaucoup plus qu'avant. Pendant longtemps, les candidats AST, entre guillemets, avaient un petit complexe par rapport aux prépas. Maintenant, il y a deux voies. La voie des prépas, la voie des AST. Et vous avez des écoles qui recrutent autant, voire plus, de candidats en AST qu'en prépa. Bonjour à tous et bienvenue sur TOTIS dans cette vidéo consacrée aux oraux AST, admission sur titre. Pour en parler, je suis avec Olivier Jaoui, fondateur de Mission Admission. Bonjour Olivier, Bonjour, merci d'être avec nous. avec plaisir, comme chaque année avec Toti. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez vous présenter, revenir sur votre parcours et votre rôle chez Mission Admission? Oui, pour me présenter rapidement, je ne suis plus tout jeune, hein, j'ai un peu plus de 60 ans. Je suis diplômé d'HEC, ça remonte à quelques décennies. J'ai travaillé, pendant une trentaine d'années dans des maisons d'édition scolaires universitaires, hein, toutes les maisons sur lesquelles, les candidats, triment, si je puis dire, depuis le cours préparatoire et parallèlement, un de mes hobbies a toujours été de préparer les élèves aux entretiens. J'avais commencé quand j'étais étudiant à HEC pour gagner un petit peu d'argent. Puis après, j'ai continué, notamment, pour aider les élèves des auteurs des livres de ces maisons d'édition, qui sont tous des profs de lycée, de prépa ou d'université. J'en ai fait un hobby pendant très longtemps et c'est devenu mon métier, il y a une dizaine d'années. J'ai changé de vie, j'ai quitté l'édition pour fonder, Mission Admission où, je prépare individuellement, les élèves aux entretiens de concours. Je suis et j'ai jury dans plusieurs écoles. J'ai écrit un livre qui s'appelle «Majorer vos entretiens» aux éditions Nathan, où je donne un certain nombre de conseils et j'espère pouvoir vous donner aujourd'hui, des conseils, utiles, à vos auditeurs. Merci beaucoup pour cette réponse très complète, Olivier. Comment les candidats doivent-ils s'organiser entre les révisions des partiels et la préparation des oraux? Alors, quand on regarde le calendrier des AST, là, nous sommes au printemps. Il va y avoir encore, plusieurs sessions, pour ESSEC, ESCP et vous allez avoir, par exemple, Schema, EDEC, Lyon, Neoma, Kedge, Audencia, d'autres écoles dont les oraux vont avoir lieu entre fin mai et début juin. Donc comment s'organiser? Je dirais que c'est propre à chaque élève puisqu'il n'y a plus d'épreuves écrites pour les concours AST, hein, les tests de logique, TAJMAJ, GMAT, GRE, c'est terminé. En revanche, ils doivent arriver à, préparer leurs entretiens et on verra comment, en même temps que préparer leurs partiels, puisque beaucoup d'élèves ont des partiels de leurs universités, en même temps que les oraux, mais ça fait partie du concours et voilà, les candidats qui réussissent, je dirais, se débrouillent pour le gérer. Mais je ne sais pas en détail comment ils se débrouillent. Merci beaucoup. On va se concentrer maintenant sur le profil AST, admission sur titre, ses forces et ses spécificités. Qu'est-ce que la voie AST exactement? Alors la voie admission sur titre, elle est maintenant, assez ancienne. Ce qu'il faut retenir pour ces 10 dernières années, c'est qu'elle est devenue, une voie, reconnue, légitime, naturelle. Pendant longtemps, les candidats AST, entre guillemets, avaient un petit complexe par rapport aux prépas. Maintenant, il y a 2 voies. La voie des prépas, la voie des AST et vous avez des écoles qui recrutent autant, voire plus, de candidats en AST qu'en prépa. Donc déjà, il faut se dire ça. L'admission sur titre, comme son nom l'indique, elle va permettre à un candidat ou une candidate, d'être admis, dans une école, sur un titre, c'est-à-dire avec, pour une partie d'entre elles, un bac+2, mais pour la plupart d'entre elles, et c'est ce dont on va le plus parler aujourd'hui, je pense, au moins une licence, un L3, un master 1, voire un master 2. D'accord? Donc avec, on va dire, une licence ou une licence en cours d'obtention. Donc moi, j'ai beaucoup d'élèves en ce moment qui préparent leur licence D'accord. et qui, en même temps, préparent les concours. On attendra d'eux que le diplôme soit validé, qu'ils réussissent et donc cette admission sur titre, elle se compose de je dirais de 2 temps. D'abord un dossier. Donc ce dossier, le plus souvent, c'est systématiquement un CV. Généralement, mais pas toujours et je dirais de moins en moins, mais quand même, une lettre de motivation. Il y a encore pas mal d'écoles qui demandent une lettre de motivation ou ce qu'on appelle des essais, hein, comme par exemple, ESSEC, ESCP, HEC qui vont poser, des questions au candidat, hein, auxquelles le candidat va répondre. Le CV, lettre de motivation, ou des écrits. Un test de logique numérique et verbal le plus souvent, le plus fréquent, c'est le TAJMAJ ou le GMAT ou le GRE et un niveau d'anglais attesté par exemple par un TOEIC, un TOEFL, un IELTS. Ça, c'est le dossier qui est envoyé, selon un calendrier qu'il faut absolument, respecter. Le dossier est étudié par une commission
Après quoi, l'élève apprend qu'il est admissible. Et là, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, particulièrement si on parle pour les entretiens. Et les élèves admissibles vont se présenter dans le délai qui leur sera proposé. Soit la date est imposée, soit ils peuvent eux-mêmes, dans un cadre d'une semaine ou deux, c'est le cas pour les DEC et Lyon, il y a une dizaine de jours. Et ce sont les élèves qui choisissent leur date de concours. Une question que de nombreux candidats AST se posent, est-ce que les jurys AST ont des a priori sur les candidats AST? Non, c'est une question qui s'est beaucoup posée au début des AST, si je puis dire, il y a quelque temps, où il y avait une espèce de complexe hein, des candidats par rapport au prépa, mais pas du tout. Ou s'il y avait un a priori des jurys, ce serait un a priori favorable. Hein, je suis jury, on en parlera. Les jurys arrivent avec les meilleures dispositions vis-à-vis des candidats. Donc on va dire, pour répondre à la question, s'il y a un a priori favorable. Merci beaucoup. Les candidats AST ont souvent une expérience professionnelle, en tout cas d'expérience concrète plus fournie en termes de job, de stage ou d'expérience dans l'engagement associatif. Concrètement, est-ce un avantage? Oui, c'est un avantage et c'est ce qui caractérise en fait les candidatures des admis sur titre. Les AST, généralement, donc ils vont être en troisième année de licence ou en master 1, ont eu théoriquement, au moins un stage obligatoire ou non, des jobs, ont le temps d'avoir des activités extrascolaires, universitaires qui peuvent être des activités sportives, artistiques, associatives, je dirais un petit peu tout ce qu'on veut et pour certains d'entre eux, c'est pas du tout une obligation, un échange à l'étranger et pour moi, c'est une des parties, peut-être que tout à l'heure on passera en revue, les principales parties d'un entretien. C'est une des parties, peut-être la principale de l'entretien, qui est de ce que j'appelle valoriser leurs activités extra-universitaires. C'est un point fort, mais qu'il faut savoir préparer. Est-ce que certains profils plaisent plus, plaisent davantage à des jurys? Alors, pour être franc, je n'aime pas le mot profil. Il peut m'arriver de l'utiliser parfois oralement, mais je n'aime pas le mot profil parce que je trouve qu'il caractérise un petit peu trop les candidats. On voit dans les statistiques hein, pour les écoles qui les publient que pour les élèves venant de l'université, je ne parlerai pas de profil, mais de domaine de formation, économie, gestion, management, droit, c'est là où nous avons le plus d'admissibles. Bon, ce qui n'empêche pas que j'ai eu il y a 2 ans un élève qui avait fait une licence d'histoire qui a été reçu à l'ESCP. Pour répondre à la question sur le profil aussi, non, je ne crois pas qu'il y ait de profil supérieur à d'autres, hein. On me dit souvent, «Oui, mais j'ai pratiqué un sport et le sport est mieux valorisé que la musique», ou l'inverse. «Oui, mais un sport individuel est moins valorisé qu'un sport collectif», ou l'inverse. «Oui, mais un séjour en Asie est plus valorisé qu'un séjour en Europe», ou l'inverse. Non. Sincèrement, toute une question de préparation, de savoir l'expliquer, le raconter au jury et le valoriser. Je le dis, je le répète, tous les candidats, et notamment dès que nous sommes admissibles, dès qu'un candidat est admissible, il est légitime et entre guillemets, son profil correspond. On va maintenant s'intéresser à la relation entre CV, lettre de motivation et entretien. Quelle est cette relation? Est-ce que, le CV, justement, la lettre de motivation sont vraiment lus avant l'oral? Alors, ils sont lus pour pouvoir être admissibles. Alors, est-ce qu'ils sont lus avant l'oral? Généralement, les écoles mettent à disposition des jurys la lettre de motivation et le CV. Il est tout à fait probable que les jurys aient eu le temps de jeter un œil sur le CV. Est-ce que les jurys ont le temps de lire les lettres de motivation ou pour certaines écoles comme le SCP et SEC-HEC où il y a 4 questions auxquelles répondre? J'en suis pas certain. Moi, je le vois en tant que jury. Il faut bien comprendre que on ne peut sérieusement lire ou relire le CV et la lettre de motivation d'un candidat ou d'une candidate juste au moment où il entre. Si le matin on les lit tous, on voit 8 candidats par demi-journée. Si le matin on les lit tous, ben, on les confond. Donc, rapidement, avant que l'élève entre, on va jeter un œil sur le CV, mais je vais vous dire ce qui arrive souvent. Au moment de lire le CV, vous avez un jury qui vous dit: «Oh bah tiens, je vais faire des cafés, qui veut un café?» Et hop, il s'en va. Ou, j'allais lire le CV: «Ah pardonnez-moi, j'ai un coup de fil du bureau, il faut vraiment que je le prenne». Il prend le coup de fil, il y part. Bon, donc ce que je dis aux candidats: faites comme s'ils ne l'avaient pas lu. Et ça, c'est un conseil très fort. Faites comme si le jury n'avait pas lu le CV, pour 2 raisons. Un, il est possible qu'il ne l'ait pas lu. Et 2, pour que vous n'ayez pas l'impression de vous répéter. Parce que souvent les élèves me disent: «Oui, tout ça, on le sait déjà». Bah oui, mais vous l'avez mis dans vos lettres, vous avez mis votre meilleur dans le CV, on attend le meilleur dans l'entretien et c'est la même chose. Il n'y a pas un nouveau candidat qui apparaîtrait pour l'entretien, donc faites comme si les jurys n'avaient pas lu ni le CV ni la lettre. Et alors justement, en parlant de CV, est-ce qu'il y a des erreurs fréquentes qui reviennent dans les CV AST?
Oui, la principale erreur, c'est les fautes d'orthographe, hein. Alors peut-être que je suis de l'école ancienne, mais pour moi, 1, 2, 3 fautes d'orthographe dans un CV, c'est vraiment, pour moi, c'est éliminatoire, hein. Peut-être paraître un peu je vais vous paraître un petit peu ringard, mais ça prouve surtout que l'élève n'a pas travaillé sérieusement, qu'il ne s'est pas relu, qu'il a fait ça au dernier moment. Je pense que c'est la principale erreur pour moi. Après, évidemment, le CV doit être bien organisé et on doit trouver les rubriques classiques, c'est-à-dire, la formation, les activités, extra-universitaires, job, stage, association, sport, musique, ou autres, assez bien décrites, assez concrètes. Hein, très, très clairement. Mettre en avant peut-être également, si on a d'excellents résultats au sein de l'université, mettre en avant des très bons résultats en langue, même si, c'est évalué par ailleurs. Alors parmi les erreurs, c'est d'être trop long sur ce qu'on fait à la fac, hein, pour les élèves de licence, parce que c'est pas ça qui intéresse les jurys, hein. On peut en dire quelques mots, mettre en avant quelques disciplines, qui paraissent intéressantes, mais il y a rarement, d'erreurs graves dans les CV, même si, moi je relis les CV d'élèves, je les corrige quand même assez tout le temps. Alors une question qui pose parfois débat, peut-on utiliser l'intelligence artificielle pour rédiger une lettre de motivation convaincante? Oui, on peut utiliser tous les outils qu'on a à notre disposition. De toute façon, je pourrais vous dire: «Non, ne le faites pas», il y a beaucoup de candidats qui le font. On en parlera peut-être tout à l'heure, Totis et j'y ai contribué, développe une IA, sur les lettres autour des lettres de motivation pour les AST, donc je vais pas vous dire, faut pas le faire. Alors je me suis posé la question d'y contribuer, d'accord? Mais je l'ai fait parce que d'abord, je trouvais ça particulièrement intéressant et que oui, l'IA peut aider à rédiger une lettre de motivation, mais l'IA ne va pas vous la rédiger de manière suffisamment personnelle, suffisamment individuelle. C'est-à-dire qu'une lettre de motivation doit être personnalisée. Dans l'IA Totis, on le dit, OK, maintenant, tu as un projet de lettre, il faut la personnaliser en mettant des éléments personnels, des anecdotes, des qualificatifs qui montrent exactement qui nous sommes. Il y a pas d'ordre précis dans une lettre de motivation, il y a un certain nombre d'ingrédients qui doivent apparaître, mais l'IA peut aider, mais l'IA ne remplace évidemment pas la personnalisation. Et alors, est-ce qu'un jury d'entretien, pour compléter, peut détecter une lettre de motivation rédigée avec l'IA? Qui peut d'abord vérifier si une lettre de motivation est générée par une IA? C'est le jury qui va évaluer le dossier avant l'admissibilité. Peut-être que certaines écoles, font un peu d'analyse pour savoir si l'IA est utilisée. Donc plus vous allez y mettre d'ingrédients personnels, plus vous allez, après à travailler, par exemple avec l'IA Totis, arriver à un projet de lettre de motivation qui vous paraît intéressant à 90 et vous y rapportez des éléments, concrets, personnels et moins on verra que vous avez utilisé une IA et en même temps utiliser une IA n'est pas interdit. C'est pas une faute, c'est pas de la triche. Les jurys d'entretien, eux, à partir du moment où le candidat est devant eux et qu'il est admissible, ben, ils considèrent avec l'école que tout ce qu'il a fait est bon, que le candidat est éligible. Je ne crois pas qu'ils se posent la question et ils n'ont pas le temps. Merci beaucoup. Vous l'avez rapidement évoqué, mais valoriser son parcours et ses activités extra-universitaires est essentiel dans un profil AST. Dans vos travaux, vous évoquez la méthode Carrel. Est-ce que vous pouvez l'expliquer simplement? Oui, c'est une méthode que j'utilise, que j'ai déposée d'ailleurs, alors qui repose il y a beaucoup de méthodes de ce type qui existent. Alors je reprends. Oui, les méthodes Carrel, quand j'ai rédigé mon livre pour, tranquille du point de vue juridique, je l'ai déposé, mais maintenant il y a beaucoup de gens qui l'utilisent et ça ne pose pas de souci. La méthode Carrel, c'est un acronyme pour mettre en avant vos activités extrascolaires. Le C, c'est poser le contexte, expliquer de quoi on parle. Pourquoi? Parce que parfois, le jury, par exemple, va vous demander, «Est-ce que vous avez déjà pris des responsabilités?» Et là, le candidat, comme il a bien préparé son carrel, hop, il va sortir un de ses stages. Et souvent, le candidat va vous dire: «Oui, pendant mon stage, blablabla». Mais comme il y a 3 stages sur le CV, ben, on ne sait plus de quel stage il s'agit. Au moins dire: «Voilà, pendant mon stage chez telle entreprise, que j'ai effectué pendant 2 mois à tel poste». OK, contexte est posé. Ou, voilà, depuis 2 ans, je suis animateur bénévole dans un mouvement de scoutisme. Contexte posé. A, anecdote, action. Raconter des histoires, des réalisations. D'accord. On n'attend pas des choses extravagantes, on n'attend pas le saut en parachute, on n'attend pas qu'on soit cassé le bras, on n'attend pas, comme je dis toujours, d'un candidat qu'il ait sauvé le monde, reçu un prix Nobel ou un prix Goncourt. Des choses classiques, courantes, dans une activité quelle qu'elle soit. Mais les raconter concrètement, parce que c'est le cœur de l'entretien. Raconter des histoires, du storytelling. Le R, c'est les résultats. Qu'est-ce que ça dit de vous? Des qualités et des valeurs. Et je le précise tout de suite, on le redira peut-être tout à l'heure, citez vous-même vos qualités. N'attendez pas qu'on vous les demande. Le E, c'est l'évolution. En quoi vous avez appris, en quoi vous avez changé. Vous participez à un entretien pour une école, montrez que vous avez envie d'apprendre. Et le L, c'est les liens qu'on peut faire avec l'école. Le lien le plus facile, c'est par exemple, bah, vous êtes sportif, le bureau des sports, vous occupez d'enfants, une association pour des enfants, vous êtes musicien, enfin vous avez bien compris, c'est très facile à faire.
Vous pouvez aussi faire des liens avec le projet professionnel, mais c'est beaucoup plus délicat, hein, ce qu'on a par exemple très courant en entretien, un élève, qui va vous dire, «Je joue du violon depuis que j'ai 8 ans, j'ai appris la rigueur et la minutie, c'est pour ça que je ferai un bon directeur financier». OK, bel effort, mais c'est quand même Moins un petit peu probable. rapide. Merci beaucoup. Comment structurer, selon vous, une présentation de 2 à 3 minutes qui soit, percutante, mais aussi complète? Alors la présentation, il y a un certain nombre d'ingrédients auxquels je tiens. Je ne donne pas d'ordre aux candidats avec lesquels je travaille parce que c'est vraiment personnel, la présentation, c'est identitaire. Donc chacun l'organise comme il le veut. D'abord, la présentation, c'est l'occasion de montrer tout de suite son énergie, sa motivation, hein, une expression qui dit régulièrement, on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Et la première impression, elle dure, elle reste longtemps. Donc tout de suite, tonique, énergique, je suis content d'être là. Et les jurys eux-mêmes, pensez aux jurys, les jurys eux-mêmes se disent, ah, on va passer un bon moment. Parce que pour être franc, des fois, on s'embête un peu. Principaux ingrédients, les thèmes personnels, les activités extrascolaires. Alors, on n'a pas le temps de les détailler, mais on donne du poids. Pour vous parler de moi, je vous présenterai 3 activités qui comptent pour moi. Une activité, voilà, la musique a, beaucoup, fait évoluer ou a beaucoup changé. La musique a beaucoup changé ma vie. Premièrement, vos activités, vous leur donnez un peu de poids pour que le jury comprenne leur importance et lui donner envie de vous interroger dessus. Des qualités. Citez des qualités dès la présentation, n'hésitez pas. Par exemple, vous avez des élèves qui vont organiser leur présentation de la manière suivante. Si vous le permettez, pour me présenter, je vous dirai que je suis quelqu'un de très engagé, curieux et responsable. Et engagé, hop, un thème, curieux, un thème, responsable, un thème. Troisième point, le projet professionnel, dont nous parlerons probablement, et en AST, il en faut un. Donc qu'il apparaisse tout de suite, pareil, il est servi au jury qui pourra rebondir dessus. Troisième point de la présentation, citer au moins une fois le nom de l'école, évidemment, même si je ne recommande pas particulièrement d'aller développer dans l'école les engagements associatifs, vous le ferez dans l'entretien. En revanche, s'il y a vous avez un projet pro un peu spécifique, par exemple immobilier, tourisme, marketing du sport, et qu'il y a un master, une spécialisation, peut-être que là, vous pouvez le citer dans la présentation. Alors justement, tous les entretiens commencent-ils par la présentation du candidat? Alors, la plupart du temps, oui, la question la plus fréquente, c'est bonjour, les jurys se Mmh. présentent, et bien maintenant, si vous voulez, présentez-vous. On verra que selon les écoles, il y a des durées de présentation différentes. Mais il y a deux autres types de questions que moi je prépare avec mes élèves et qui parfois les surprennent. Soit c'est présentez-vous, soit c'est bonjour, les jurys se présentent. euh, Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui devant nous? C'est pas pareil que présentez-vous. Ou celle que vous aimez le moins. Bonjour, le jury se présente. À l'issue des entretiens, on ne pourra pas retenir tous les candidats. Selon vous, pourquoi est-ce qu'on devrait vous retenir, vous? Donc voilà pour moi les trois principaux débats. Présentez-vous, qu'est-ce qui vous amène, pourquoi vous? À présent, une question un peu plus physiologique. Comment gérer le stress des premières secondes face au jury? Comment gérer le stress? Moi, je n'ai qu'une seule réponse à ça. Je ne suis pas sophrologue, je ne suis pas psychologue, je suis juste Olivier Jaoui. Le stress, il se réduit avec la préparation, d'accord? Si vous avez on a passé ou on va passer en revue les éléments à préparer pour une école, pour un entretien, le stress doit être réduit, d'accord? Ça, c'est une chose. Moi, j'ai des élèves qui viennent me voir, qui sont très, très stressés par nature, qui se disent très timides, qu'ils sont, hein, puisqu'ils le disent, ou mal à l'aise à l'oral et qui réussissent tous très, très bien. C'est d'abord une question de préparation. En revanche, il ne faut pas être trop détente, hein, «T'inquiète, ça passe crème». Moi, j'ai des élèves qui me disent: «Non, mais ça passe crème, je suis détente». Non, 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 tu es pas détente. Le jour d'un entretien, il faut le trac, la petite boule dans le ventre, celle-là, elle est normale. Moi, aujourd'hui, je me fais autisme interview, c'est un sujet que je connais, j'arrive avec une petite boule dans le ventre, c'est normal. D'abord, ça m'oblige à me concentrer. C'est du respect pour vos interlocuteurs. Donc oui, au trac, le stress sera réduit par la préparation. On évoque souvent le langage non verbal. À quel point est-il décisif dans un entretien? Ah, merci pour cette question, parce que le langage non verbal, en réalité, il a aucune importance. Alors, au risque de vous surprendre, il y a des études qui circulent des années 70 aux États-Unis qui ont été faites. Alors, je lis des trucs qui disent, dans un entretien, 90% ou 70%, allez savoir, passe par le non verbal et pas par le verbal. Je suis complètement en désaccord avec ça. C'est comme si là, en ce moment, vous m'écoutez, tout ce qui vous intéresse, c'est mes mains et savoir si je passe ma main dans les cheveux ou je touche mes lunettes. Ça n'a aucun sens. Bien sûr que c'est important, mais je ne sais pas comment je vais jouer parce que je suis sur une chaise haute et je vais me casser la figure. Mais bon, tant pis pour le caméraman qui va me haïr. Mais est-ce que je dois vous dire de ne pas vous mettre comme ça? Est-ce que je dois vous dire de ne pas vous mettre comme ça? Est-ce que je dois vous dire de ne pas arriver comme ça? Ah, bien sûr que non. On a affaire à des candidats et des candidates qui sont quand même, je dirais, un peu expérimentés, formés. Bien sûr, il faut faire attention un peu au non-verbal. Et quand vous entrez en salle d'entretien, vous ne devez pas vous dire surtout, il ne faut pas que je touche mon nez.
Vous êtes concentré sur le jury, sur les questions. Donc, le non-verbal, moi, je n'y accorde quasiment aucune importance. Alors, vous avez déjà parlé des qualités qu'il faut, annoncer avant même qu'on les demande. Faut-il être modeste ou affirmer ses qualités, Ah et alors je suis très clair là-dessus. Il ne faut pas être modeste en entretien. Alors évidemment, après, on me dit: «Oui, mais est-ce que je vais pas paraître arrogant, présomptueux?» Pas du tout. Les jurys savent pourquoi vous êtes là. Faut retenir ça. Tout le monde connaît la situation. Vous entrez dans la salle d'entretien, c'est pour avoir la meilleure note. Tout le monde le sait. Mais il faut faire ce que j'appelle le job de candidat. Donc si vous citez vos qualités le plus souvent en racontant vos activités, ça passe crème, ça passe tout seul. C'est très naturel. Les jurys l'apprécieront. Ils n'y verront pas de l'arrogance. Ils y verront de la motivation. Ils se diront: «Ah, voilà un candidat motivé, voilà une candidate qui fait ce qu'il faut». Donc il faut le faire. L'autre raison pour laquelle je recommande de citer vous-même vos qualités, c'est qu'au moins elles auront été énoncées, entendues, dites. Parce que des élèves me disent: «Ah oui, mais je pensais qu'il fallait attendre la question, quelles sont vos 3 qualités?» Mais si les jurys ne vous la posent pas, donc vos qualités n'apparaissent pas. Alors évidemment, on peut se dire: «Oui, mais les jurys sont suffisamment intelligents pour, réfléchir au fait que si je joue dans un orchestre, j'ai l'esprit d'équipe ou que si je suis animateur dans une colonie de vacances, je suis pédagogue». Mais ne demandez pas aux jurys de réfléchir, ils n'ont pas le temps. Dites-leur, c'est plus simple. Merci beaucoup. On va maintenant aborder les questions pièges ou jugées difficiles, en tout cas par les candidats. Est-ce que les jurys cherchent à piéger ou déstabiliser les candidats? Non, évidemment. Les jurys ne sont pas là pour piéger ou déstabiliser les candidats. D'abord, retenez plusieurs choses. Les jurys sont volontaires, d'accord? C'est-à-dire que les profs qui sont jurys sont volontaires pour l'être. Je connais des profs d'école de commerce qui n'aiment pas être jury, ben, ils ne sont pas jurys. Voilà, il me dit: «Bah, de toute façon, je ne réponds pas aux convocations, il y a suffisamment de profs qui aiment ça». Bon, déjà, ils aiment ça. Bon. Quand on a ce qu'on appelle un ancien élève, alors moi je ne suis pas jury HEC puisqu'il y a plus de, il y a pas ils font pas appel à des extérieurs pour être jury, je suis jury dans d'autres écoles. Donc on va dire ancien élève ou entre guillemets ce qu'on appelle des professionnels. On est volontaire, on est bénévole. Moi j'ai été jury bien avant que ce soit mon métier. Je prenais une journée de mon travail, c'était pas pour aller dégommer des jeunes. Et on ne vient pas dans cette idée de pourrir des candidats. Et même, quelle logique? Imaginons le matin, on a 8 candidats dans la matinée. Soit ça arrive des candidats qui ne sont pas des bons candidats. Bon, dommage, ça arrive, c'est un concours. Soit on a des bons candidats, et donc on se dit: bah non, ils sont bons, je vais les pourrir, je vais les piéger, je vais les déstabiliser. Comme ça, ils ratent l'entretien. Et à la fin de la matinée, j'ai plus aucun candidat recruté. Mais évidemment, on ne cherche en aucun cas à piéger ou déstabiliser. On peut taquiner, tester la réactivité, la spontanéité, l'honnêteté, la créativité. Mais on n'est pas là en train de dire: «Ah, ah, ah, je vais le piéger celui-là» ou «Ah, celle-là, je l'avais déstabilisée, comme ça, elle rate l'entretien». Bien sûr que non. Il y a quand même un certain nombre de questions que les candidats peuvent redouter. Par exemple, quels sont vos défauts? Comment y répondre? Alors, c'est une question qui se prépare, tout en gardant de la spontanéité. C'est une question qui permet d'être naturel, d'être sincère, spontané. Bah, les défauts, ce qu'il faut répondre, je ne dirais pas qu'il y a pas de réponse type. Ce qu'il faut éviter, c'est ce que j'appelle les défauts d'école de commerce. Oui, je suis perfectionniste. Oui, je suis très pointilleux dans les travaux de groupe. Je suis très impatient avec mes collègues quand on travaille ensemble. Ça, c'est un peu relou, un peu lourd. Il faut des vrais défauts personnels. Hein, ce que je dis toujours à mes élèves, c'est demandez à vos frères et sœurs si vous en avez, ou à vos parents, ou à vos amis proches, à votre copain, à votre copine. Et là, vous allez voir des défauts, vous en trouvez plein. Des vrais défauts. C'est des gens qui vous aiment, mais du vrai défaut. Et on peut être, c'est un peu humoristique comme question. C'est des questions de fin d'entretien. Donc des défauts que, si je devais donner mes défauts, vous pourriez demander à mon épouse, auquel cas l'interview serait rallongée d'une demi-heure. Mais par exemple, maladroit. Hein, voilà, je suis maladroit, je fais toujours tomber des choses. Je remets souvent à demain, ce que je pourrais faire aujourd'hui. C'est un défaut fréquent, mais comme vous êtes admissible pour les jurys, tout va bien, vous êtes un bon élève. J'ai parfois un peu de mal à m'organiser. Une élève l'autre jour me disait: «Moi, je suis hyper gourmande, vous me laissez un pot de Nutella, une bouteille de Coca, je la finis dans la soirée». C'est souriant, voilà, il ne faut pas vous prendre la tête avec des Mmh. questions comme ça, c'est vraiment pas un souci. Alors, d'autres questions un peu moins légères, comme pourquoi pas une autre école? Alors, cette question, elle est plus problématique. D'abord, la question souvent posée et qu'on doit préparer, c'est, à quoi d'autre est-ce que vous postulez? D'accord? Il faut être sincère, il faut être honnête. Vous pouvez pas dire: «Je postule qu'à votre école». Hein, ils vous croiront pas, ou ils diront: «Bah, il est complètement inconscient, elle est complètement inconsciente de ne pas avoir postulé à plusieurs écoles». Bon, il faut être sincère, et préparer, en fait, pour chaque école, la raison pour laquelle vous allez la préférer. La raison concrète, par exemple, entre Lyon et l'EDEC, ça se pose. Moi, j'ai Oui. des élèves admis aux 2 qui choisissent tantôt l'EDEC, tantôt Lyon. Entre des écoles comme, Neoma, Kedge ou Audencia, ça se pose. Laquelle choisir? Donc si vous avez une bonne raison pour justifier que vous voulez celle-ci, c'est ce qu'il faut faire. C'est plus compliqué
mais c'est plus rare. Si vous êtes, par exemple, admissible à l'ESSEC ou à l'ESCP et que vous passez l'oral de Schema, c'est pas la peine de mentir en disant: «Ah bah si, je préfère Schema à l'ESSEC ou à l'ESCP». Schema est une super école, j'ai plein d'élèves qui sont ravis, mais il n'y a aucun élève qui, ayant l'ESSEC, va aller à Schema. Donc, en ces cas-là, il vaut mieux ne pas mentir. Mais il est rare que les jurys posent des questions, justement, comparant des écoles qui sont vraiment assez différentes pour que la réponse soit évidente. Alors, pour un candidat vraiment dans l'impasse sur un sujet qu'il ne maîtrise pas, comment répondre à une question? Quand on ne sait pas répondre, il faut le dire. Mais j'insiste, les entretiens en AST ne sont pas du tout des entretiens de culture générale. Les jurys sont des gens comme les autres, un prof de compta, un DRH d'une entreprise, une responsable marketing digital, ou moi, voilà, c'est pas des gens plus intelligents, plus cultivés que les autres. Donc, aucune raison de penser qu'on ne saura pas répondre à leurs questions. Par ailleurs, c'est pas non plus des entretiens techniques. Soit bien clair, en entretien en AST, on va pas poser des questions techniques de calcul mathématique, de finance, de point de droit. Donc déjà, après, dans l'entretien, un thème peut arriver sur lequel on ne sait pas trop quoi répondre. Donc vous pouvez dire: «Ah bah, je suis navré, j'ai pourtant suivi le sujet» ou «Je connais mais pas ça. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus?» Si la question est assez précise et pointue, moi je recommande même de demander au jury: «Bah, écoutez, est-ce que vous pouvez me répondre à la question?» En revanche, sur les sujets que vous apportez vous candidat, en disant: «Ce sujet m'intéresse», vous voulez travailler dans le private equity, vous intéressez à l'intelligence artificielle, où on abordera la question des sujets d'actualité. Si c'est vous qui amenez le sujet, là par contre c'est moins Le pardonnable. maîtriser. Il faut le préparer, il faut le maîtriser, parce que là, vous l'apportez, les jurys savent pourquoi vous êtes là, ils savent que théoriquement vous êtes bien préparé, ils vont vous interroger sur le sujet que vous amenez, pensant vous mettre en valeur. Si par contre vous n'êtes pas au point, là c'est décevant et ça vous coûtera cher. Un mot à présent sur les questions d'actualité et d'opinion. Les jurys posent-ils encore des questions d'actualité en AST? Alors oui, bien sûr, moi j'en pose, hein, je trouve qu'il est normal que de futurs managers, hein. On parle aujourd'hui de candidats et de candidates pour des grandes écoles, hein, un top 12 écoles de commerce, ce sont des personnes qui vont manager, qui vont diriger, et il me paraît normal, c'est pas un cliché, de savoir ce qui se passe autour de nous. D'abord, on le voit dans l'actualité là du matin encore, qu'il y a ce qui se passe à des milliers de kilomètres peut avoir un impact économique direct, mais une connaissance quand même de l'actualité française, internationale, me paraît nécessaire. Donc les jurys peuvent, pour certains, moi je le fais toujours, en tant que jury, je le fais toujours, poser une question sur l'actualité. Donc oui, pour être clair, oui, il peut y avoir des questions d'actualité et il faut s'y préparer. Et comment s'y préparer efficacement? Alors comment s'y préparer? Alors souvent, j'ai des élèves qui me disent, ce que je leur pose toujours, à la question première séance quand on fait connaissance: «Comment tu suis l'actualité? Où est-ce que tu suis l'actualité?» La réponse la plus fréquente, c'est: «Oui», alors je vois tout de suite au oui que en fait c'est non, ou pas vraiment, ou c'est: «Oui, j'essaye». D'accord. Hein, ceux qui ont vu Star Wars, vous connaissez, cette phrase de Yoda, bon, c'est pas de votre âge, pour ceux qui ont vu Star Wars, cette phrase de Yoda à Luke, il lui dit pas, en gros, il lui dit, «Try not, do it». N'essaye pas, fais-le. Suive l'actu, là, maintenant. On va dire entre, fin avril et jusqu'aux oraux qui peuvent aller jusqu'à mi-juin pour les AST. Moi, je recommande un peu à l'ancienne, achetez des journaux, suivez. D'accord. Les Échos, Le Figaro, Le Monde, par exemple. Vous alternez, vous en lisez un des 3 chaque matin. Une demi-heure, pas plus. Vous feuilletez. De quoi on parle en ce moment? Des sujets, l'actualité générale, de quoi on parle en ce moment, et l'actualité économique, de quoi on parle en ce moment. On n'en demande pas plus. Souvent, les élèves me disent: «Oui, mais je reçois les alertes, j'ai sur mon téléphone». OK, mais là, vous voulez entrer dans une grande école, vous avez déjà fait beaucoup d'efforts, vous avez passé un test, vous avez passé le TOEIC, TOEFL, IELTS, vous avez répondu, vous y êtes presque. Une petite demi-heure par jour pour feuilleter l'actualité et vous saurez vous préparer aux 3 types de questions d'actualité qu'on peut vous poser. Alors, quels sont les 3 types de questions? Alors, pour moi, il y a 3 types de questions d'actualité. Il y a celle que vous aimez le moins, c'est le jury qui parle d'un sujet, souvent un gros sujet, relativement important. Récemment, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a parlé du plan d'électrification de la France. Qu'est-ce que vous en pensez? Où on en est sur les zones à faible émission en France aujourd'hui? Il se trouve qu'on en a parlé la semaine dernière. Donc là, si vous suivez l'actu, sachez que beaucoup de jurys me disent, et moi je le fais aussi en tant que jury, 15 jours avant les oraux, on lit le journal régulièrement pour chercher les questions. Donc faites comme eux. Donc là, vous avez suivi l'actu, vous montrez au jury que vous savez de quoi on parle. Autre type de question beaucoup plus intéressante, qui est fréquente. Récemment dans l'actualité, est-ce qu'il y a un sujet qui vous a intéressé, que vous aimeriez partager avec les jurys? En réalité, c'est un cadeau, cette question. Préparez-la à l'avance.
Vous savez qu'on doit vous la poser, c'est très fréquent. Moi, je recommande de se préparer 2 sujets. Un sujet d'actualité générale, celui que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de prendre aujourd'hui, on a une grosse actualité sur, par exemple, la guerre en Iran. Vous n'êtes pas obligé de partir sur la guerre en Iran ou la guerre en Ukraine. Mais si vous partez sur un gros sujet, il faut un angle, pas la guerre en Iran tout seul. Les conséquences en France sur l'industrie de la guerre en Iran. Donc vous le préparez. Et vous préparez un deuxième sujet en relation avec votre projet professionnel. Préparer, ça veut dire lire 2-3 articles et être capable d'en parler. Peut-être que vous serez plus au courant que les jurys eux-mêmes. Vous préparez les deux, et pour terminer, quand à la fin on vous pose cette question, c'est une question de fin d'entretien, vous êtes comme ça, vous réfléchissez, vous faites mine un peu de réfléchir, et en réalité vous êtes en train de vous dire, est-ce que je sors mon sujet général, ou est-ce que je sors mon sujet relatif au projet pro? Si vous avez bien parlé du projet pro dans l'entretien, n'y revenez pas. Ce qui était bien fait, n'y revenez pas. Si vous avez l'impression qu'on n'a pas assez parlé du projet pro, vous sortez votre sujet projet pro. Troisième type de question, je sais qu'elle vous intéresse, c'est les questions d'opinion, votre avis sur l'actualité. Oui, et justement, faut-il avoir une opinion tranchée? Et peut-on parler de sujets politiques, par exemple? Alors, ce sont les jurys qui décident des sujets, d'accord? Mais on n'a pas le droit de vous demander, c'est constitutionnel, pour qui vous votez. Mais oui, si on vous demande votre avis sur un sujet, par exemple, est-ce que vous pensez que l'énergie nucléaire est une énergie verte? Ou est-ce qu'il faut, comme l'envisagent certains pays, réduire, interdire à terme le nucléaire? Ou qu'est-ce que vous pensez de la suppression des zones à faible émission? Ou le sujet peut tout à fait revenir à l'Assemblée au mois de juin. Qu'est-ce que vous pensez du projet de loi sur la fin de vie? Quand on vous demande un avis, vous venez à un entretien, vous devez répondre aux questions qu'on vous pose. Vous êtes majeur, hein, ST, vous êtes tous majeurs, vous êtes bien équipés intellectuellement. Donc oui, vous devez donner un avis. Pas nécessairement tranché, vous pouvez même être hésitant, car tous ces sujets-là, ce sont des sujets sur lesquels il n'y a aucune mauvaise réponse. Vous ne pouvez pas vous tromper. Je dis toujours un sujet de ce type, hein, comme j'en ai donné quelques exemples, 50% des Français sont pour, 50% des Français sont contre, et je rajoute 50% des Français qui n'en ont rien à faire. Donc, il n'y a pas de bonne réponse. En revanche, vous donnez un avis, vous l'exposez. Sachez que les jurys vont vous contredire. Par principe, vous êtes pour, les jurys sont contre. Vous êtes contre, les jurys sont pour. C'est systématique. On aime contredire les candidats. Donc rassurez-vous, vous ne dites pas « Oh là là, zut, 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 ils ne sont pas d'accord avec moi ». Ils ne seront pas d'accord avec vous. Vous écoutez, vous discutez, mais vous ne changez pas d'avis. Vous montrez que vous écoutez. Vous pouvez même aller dans le même sens qu'eux. Oui, vous avez raison, le nucléaire, on sait, on l'a vu à Tchernobyl, on l'a vu à Fukushima, peut poser des risques dangereux et des risques écologiques ou des risques pour la sécurité. Mais pour cette raison-là, je pense quand même que, surtout, ne changez pas d'avis sous prétexte de 2 arguments des jurys sur des sujets sur lesquels vous avez mis une opinion. Donc vraiment contextualiser sa réponse et son Toujours. opinion. On va passer à la conclusion de l'entretien, pas de notre entretien, mais de l'entretien AST. Faut-il préparer une phrase de fin? Alors, plus largement, il faut effectivement préparer une phrase de fin, mais il faut surtout y accorder de l'importance. Hein, la conclusion, le plus souvent, moi je la résume dans mon livre pour les entretiens, je le résume à merci motivation. C'est-à-dire que vraiment, et j'y tiens, et c'est lourd, je suis d'accord, c'est lourd. Ne sortez pas sans dire merci et un petit mot de motivation. Merci, je vous redis à quel point je suis très motivé. Et là, vous donnez le nom de l'école, je n'en cite pas là, mais vous pouvez dire à quel point je suis très motivé par l'école, blabla. Ou même lourd à souhait à un prof, merci, ben, j'espère vous revoir l'année prochaine. J'espère vous avoir convaincu. Je vous redis à quel point je suis motivé par votre école. C'est super lourd, mais c'est très efficace. Parce que quand vous sortez D'accord. et qu'un jury dit à l'autre, bah, dis donc, elle en voulait, elle. Hop, vous avez doublé d'un coup peut-être 300 candidats. Merci beaucoup. Comment identifier parmi toutes ces expériences celles qui méritent vraiment d'être mises en avant? Ça dépend tellement des candidats. Je dirais qu'on a toujours 1, 2, 3 expériences qui peuvent être des stages, des séjours à l'étranger, des activités extra-universitaires. Ça dépend vraiment des candidats. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est que toutes les activités peuvent être exploitées en entretien. J'entends des gens qui disent: «Oui, tout le monde fait pareil». Tout le monde ne fait pas pareil d'abord, c'est vrai. Tout le monde ne fait pas pareil, mais il faut savoir s'en servir. Donc là, ça dépend vraiment du je vois avec chacun de mes élèves, hein, c'est ce qu'on fait quand on travaille ensemble, c'est en fonction de ces thèmes, lesquels l'élève mettra en avant. Mais, et votre question est d'autant plus intéressante, il faut savoir parler de tout ce qui est sur le CV. Parce que si les jurys ont lu le CV et qu'il y a un truc dans un coin que vous pensez un peu mineur, mais vous aviez mis un peu pour étoffer le CV, il est possible que le jury passe dessus. Je me rappelle d'un candidat, bon, il a été reçu à l'ESSEC, il avait effectué un échange de 6 mois à Shanghai. Donc il voulait en parler, d'autant plus que l'ESSEC a un campus à Shanghai. Il avait bien préparé Shanghai. Il se trouve que quand il était plus jeune, 3 ans avant, il avait séjourné 1 mois en Argentine.
Un des jurys rentrait de vacances d'Argentine. Il l'a branché sur l'Argentine. Bon, l'élève réfléchit à ce qu'il allait dire. Donc, préparez tout et dans votre présentation, mettez en avant les meilleurs thèmes. Et alors, ça me permet de compléter, faut-il tout mettre sur son CV, toutes les expériences? Oui, 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 oui. Il faut tout mettre dans la lettre, il faut tout mettre sur le CV et il faut tout mettre dans la présentation. Allez-y, mettez votre meilleur. Une grave erreur à l'entretien, c'est de dire: «Ça, je le dis pas, comme ça, j'en parlerai pendant l'entretien». La plupart du temps, vous n'en parlerez jamais. Donc mettez votre meilleur. Ils savent pourquoi vous êtes là. Mettez votre meilleur, tendez des perches au jury pour qu'ils prennent les bons thèmes et que vous puissiez les exploiter en entretien. Parce que tant que vous parlez de vous, vous êtes imbattable. Valentine parle de Valentine, il ne peut rien vous arriver. Donc, faites en sorte de parler de vous le plus possible et ça tombe bien, c'est vous le sujet de l'entretien. Le sujet de l'entretien, c'est vous. Les jurys sont là pour ça. Alors parler de ses succès, évidemment, mais faut-il parler d'un échec ou d'une expérience négative dans un parcours? Oui, bien entendu, pendant un temps, ça s'est un petit peu calmé, il y avait toute une théorie partout. Les échecs, c'est formidable, c'est tout juste, il fallait pas, s'obliger à avoir un échec pour dire: «Je sais rebondir». Bon, d'abord le terme échec quand on a 20, 21, 22, 23 ans, je le trouve un peu excessif, hein, donc on peut parler peut-être quelque chose qui a pas marché, d'une erreur, d'un mauvais moment, mais un échec, le mot est un peu fort. Bon, après une expérience raté, quelque chose qui s'est mal passé, vous pouvez le valoriser, vous pouvez le raconter. Bien entendu, ça ne vous met pas en difficulté, d'autant plus, je le répète, que si vous êtes admissible, c'est que l'école considère que vous avez tout ce qu'il faut pour entrer chez elle, donc pas de problème. Je vais revenir sur le projet professionnel, vous l'avez évoqué en début d'entretien. Pourquoi le projet professionnel est incontournable dans un entretien? Pourquoi? Vous entrez dans une école de commerce. En AST, vous avez fait le choix, que l'école d'ailleurs souhaite, de changer de voie. Vous étiez le plus souvent en université, en économie, en droit, en management, en sociologie, ou peut-être vous venez même d'un bachelor ou d'un BBA d'une école de commerce post-bac. Vous décidez de changer de voie. L'école est tout à fait intéressée par votre candidature, mais il faut quand même le motiver, il faut l'expliquer. Et c'est justement parce que la raison pour laquelle vous voulez entrer dans cette école de commerce, c'est pour pouvoir démarrer et réussir votre carrière professionnelle. Et en admission sur titre, il faut avoir une idée assez aboutie, avancée, d'un projet professionnel ou d'un domaine professionnel, ou ce que j'appelle parfois l'intérêt professionnel, montrer que ça vous intéresse. Non pas que vous êtes un expert, si vous étiez expert, vous n'avez pas besoin de l'école, mais que ça vous intéresse, que vous réfléchissez à ce sujet, que vous êtes informé sur le sujet, mais que l'école vous permettra de consolider, de confirmer. Et alors faut-il adapter son projet professionnel à chaque école? Non, il ne faut pas adapter votre projet pro à chaque école, c'est des choses que j'entends. Non, ça vous demande trop de travail, parce que préparer un projet professionnel demande du temps. Donc, les écoles sont des écoles généralistes. Donc, moi, j'ai travaillé dans l'édition toute ma vie, je n'ai jamais entendu le mot édition à HEC. Donc, les écoles vous forment à beaucoup de types de métiers, à beaucoup de compétences. Donc, allez-y. Et même si vous avez un projet pro spécifique, hôtellerie, marketing sportif, immobilier, production audiovisuelle, qui sont des très bons thèmes de projets professionnels s'ils vous intéressent. Même s'il n'y a pas un master, une spécialisation, une majeure, utilisez-le quand même. L'école vous formera quand même pour réussir. Ce sont vos stages dans ces cas-là qui vont orienter votre CV. Et alors, est-ce qu'un projet professionnel plutôt classique peut nuire justement à la différenciation des candidats? Non, j'entends souvent ça et la question est vraiment intéressante. Des fois, on me dit: «Oui, il faut pas parler du marketing» ou «Faudrait que les garçons ne parlent plus de private equity ou de conseil en stratégie» ou que les filles ne parlent plus de, RSE ou de ressources humaines. D'abord, c'est terriblement sexiste et non, il y a pas de mauvais projet professionnel. Les écoles, elles vous préparent à tout. Vous regardez les majeurs, les masters spécialisés, les spécialisations des écoles de commerce, il y a du marketing, il y a du digital, il y a de l'IA, il y a de la finance, il y a du commerce, il y a même parfois des spécialisations, cosmétiques, luxe, sport, culture. Il y a pas de projet pro classique. Il y a des projets pro individuels, personnels dans lesquels on a envie d'aller, où le conseil, on me dit: «Ouais, le conseil, il faut arrêter», mais pas du tout. La plupart des écoles, vous avez plus de 30 des élèves qui font du conseil à la sortie. Simplement, ce qui va personnaliser, c'est votre préparation. Et alors si les stages et les expériences professionnelles n'ont aucun rapport avec le projet professionnel, comment l'expliquer? Alors, il y a pas de souci avec ça. D'abord, je le répète, si vous passez l'entretien, c'est que l'école estime que vous avez les qualités, vous êtes légitime. Donc les gens qui ont étudié votre dossier avant l'entretien ont vu votre projet pro parce que vous l'avez mis dans votre lettre de motivation et ont vu votre CV. Mais effectivement, des élèves aujourd'hui qui sont en licence n'ont pas du tout été stagiaires en conseil en stratégie. Donc ce n'est pas un souci. Vous êtes admissible, tout va bien. Vous n'êtes pas obligé d'avoir déjà de l'expérience dans votre domaine. Ça aide,
Mais c'est pas du tout rédhibitoire. À vous de l'expliquer, non pas de le justifier, vous n'êtes pas en train de nous excuser. L'école, elle a envie de trouver les candidats. Vous l'expliquez simplement et justement, si vous n'avez pas pu effectuer de stage ou que vos disciplines, pour certaines, sont plutôt éloignées de ce que vous allez faire en école, c'est justement pour ça, pour changer de voie, pour apprendre des choses nouvelles, pour, pouvoir, suivre des nouveaux stages, que vous voulez entrer dans l'école. Dernière question sur le projet professionnel. Un candidat qui présente une ambition entrepreneuriale peut-il paraître arrogant? Pas du tout. Pourquoi, projet pro pourquoi le fait d'être entrepreneur serait, entre guillemets, plus arrogant que conseiller en stratégie ou DRH? Non, si vous voulez, présenter un projet entrepreneurial, ça peut être facilité, et c'est souvent le cas, par des candidats qui ont monté un petit business, une activité ou des stages, des jobs, qui montrent quand même de l'activité, de l'énergie, du dynamisme. Mais vous pouvez tout à fait, j'en connais, vouloir vous lancer dans l'entrepreneuriat en vous appuyant sur le fait d'avoir été, chef d'un camp scout. Ça passe très bien. Merci beaucoup. On va maintenant aborder la connaissance de l'école et la personnalisation en fonction de l'école. Les jurys attendent-ils vraiment que le candidat connaisse l'école en détail? Oui, 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 il faut connaître l'école en détail. Évitez-moi les phrases du type, «Oui, votre école m'intéresse, pour, sa notoriété, son excellence académique, la pluridisciplinarité, les stages». Ça, c'est du pipeau que vous pouvez dire pour chaque école et que n'importe quel candidat peut dire pour n'importe quelle école. Non, pas du tout. Il faut personnaliser votre intérêt pour l'école et je vais vous dire comment. Tous les candidats n'entrent pas pour la même raison dans les mêmes écoles. Vous n'avez pas les mêmes parcours, vous n'avez pas les mêmes envies. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur une école? C'est relativement simple, ce que j'appelle les basiques de l'école. D'abord, l'organisation générale de la scolarité. La plupart du temps, si vous êtes en L3, vous allez entrer en ce qu'on appelle l'année de, vous allez entrer donc en ce qu'ils appellent l'année de pré-master. Si vous êtes en deuxième année BTS, BUT, vous allez entrer en master. Et moi, je le vois, des candidats ne savent même pas en quelle année ils entrent. C'est sidérant. Vous seriez sidéré, moi j'ai été jury dans des très grandes écoles du top 6, à quel point les candidats préparent mal. Donc, l'organisation générale de la scolarité. En gros, ce qu'on fait la première année, la deuxième année, généralement, il y a une année de césure. Déjà, avoir vu ça. Deuxièmement, avoir regardé les cours. Je vous en supplie, vous rentrez dans une école, renseignez-vous d'abord sur les cours. Donc, les cours généralistes. Alors, c'est vrai, on me dit c'est souvent un peu les mêmes. Ben oui, on retrouve les mêmes types de cours un peu partout. Mais au moins, ces cours généralistes. Et particulièrement dans la dernière année, les cours un peu spécialisés, les masters, les spécialisations, les spécificités de l'école. La meilleure chose à faire, c'est de télécharger les brochures. Les brochures des écoles sont beaucoup plus détaillées que les sites. Ouais, je suis allé sur le site. Ah bah sur le site, il n'y a rien. Moi, je vois mes élèves, je lui dis, bah tiens, regarde la brochure, il y a des cours, il y a du détail. Donc, pouvoir montrer, j'ai vu tel type de master, peut-être ce master, peut-être celui-ci, ou j'ai vu tel master, tel majeur, telle spécialisation, telle chaire. Les campus. Il faut vous projeter sur les campus. Si je cite des écoles à l'EDEC, vous irez à Lille ou à Nice. Vous n'allez pas, si le jury vous demande, parce que la question, moi, je la pose aux candidats quand je fais passer des oraux en juin. L'année prochaine, dans 3 mois, si vous êtes reçu, sur quel campus vous choisissez d'aller? Il n'est pas question que l'élève soit là à se demander. Vous avez anticipé les campus. Une école comme le SCP, qui se caractérise par la possibilité d'aller sur plusieurs campus, vous avez anticipé. D'autant plus que à l'ESCP, les campus correspondent à des spécialisations. Hein. Donc, les campus, les échanges universitaires. Où est-ce que vous voulez aller? Il y a systématiquement un échange académique. Alors, vous devez avoir anticipé. Ça vous prend 2 minutes. Vous tapez n'importe quelle école, le nom de l'école, partenaires internationaux, nom de l'école, vous avez tous les pays, toutes les universités. Ben, vous choisissez, vous pouvez dire j'aimerais beaucoup découvrir l'Asie et j'ai vu que vous avez 2 échanges à Tokyo, un échange à Séoul. Voilà. Vous n'avez pas besoin de donner le nom de l'université. Mais ça vous prend 2 minutes. Et enfin, et vous avez bien noté que je le cite à la fin, les associations. Bien entendu, vous allez vous engager dans les écoles, mais un grand classique de l'entretien. Je le vois en vrai jury. Hein. Pourquoi est-ce que vous voulez entrer dans votre école? Eh bien, je joue au football depuis que j'ai 10 ans, j'ai été capitaine de mon équipe et j'ai vu que vous aviez une équipe, j'aimerais la rejoindre. Oh, je me dis, ah bon, le gars, il prépare un concours et c'est uniquement pour jouer au foot. Bien sûr, il faut parler des associations, mais ne commencez pas par les assos. Donc, les basiques de l'école, les cours, les majeurs, les spécialisations, les campus, les échanges, les assos. Déjà, avec ces 5 points-là que vous avez regardé de près, vous êtes tranquille. Et si vous avez un projet pro, je dirais un peu spécifique, dans un domaine hôtellerie, restauration, marketing sportif, des exemples que j'ai peut-être déjà cités, là, allez regarder s'il y a des anciens élèves
un peu, qui ont des bons jobs dans des grosses boîtes, là, vous pouvez l'utiliser. Parce que sur des projets pro du type marketing, finance, conseil en stratégie, évidemment, il y en a tellement dans ces écoles-là que sortir des anciens élèves n'a pas d'intérêt. Mais l'autre jour, je travaillais avec un élève qui prépare, il s'intéresse à la production audiovisuelle en cinéma et à l'école concernée, il se trouve que le directeur général de Gaumont, en charge de la production audiovisuelle, est un ancien de l'école. Là, c'est pas mal et en plus, ça montre qu'il a cherché. Donc à la fois, vous êtes tranquille sur l'école et vous montrez que vous avez préparé. Il faut montrer que vous avez préparé. Les candidats préparent plusieurs écoles. Comment ne pas se mélanger entre les écoles? Alors d'abord, les candidats préparent pas tant d'écoles que ça, hein, il y a, 26, je crois, grandes écoles de commerce. Tout le monde n'est pas admissible à toutes les écoles. Il y a quand même, je vois des candidates, qui vont être candidats qui vont être admissibles au top 3, même si HEC prend très, très peu de candidats français. Donc on va dire, ESSEC, ESCP, et après, peut-être, les écoles 4, 5, 6 et après les suivantes. Donc en réalité, vous allez peut-être avoir à préparer 5 ou 6 écoles et je vous ai donné, hein, la liste, ce que j'appelle les basiques de l'école. Les points à savoir, sincèrement, en une heure, en téléchargeant la brochure, en cherchant un peu, vous arrivez à vous faire votre bonne fiche sur l'école et évidemment, avant de passer cette orale, bah, vous retravaillez cette fiche. Il n'y a pas de raison de vous mélanger les pinceaux, très sincèrement. J'avais une autre question. Le classement d'une école doit-il être évoqué ou est-ce un tabou? C'est pas un tabou, mais ça n'a pas grand intérêt. D'abord, les classements des écoles sont très aléatoires et très incertains. OK, si on parle classement, HEC, ESSEC, ESCP, 1, 2, 3, je pense que c'est, incontournable. Même si vous avez un certain type de classement, on va voir, parfois le SCP devant l'ESSEC et je vais vous dire, les 3 parisiennes, c'est formidable, hein, quelles qu'elles soient, les 3, c'est formidable. Après, EDEC Lyon, laquelle est la quatrième véritablement? L'EDEC a beaucoup grimpé. Pendant très longtemps, Lyon était incontestablement la quatrième et je ne me porterai pas de jugement là-dessus. Après, aujourd'hui, il semblerait que Schema soit une top 6, d'accord? Et qu'après, on est Audencia, Neoma, Cage, Grenoble, Toulouse, peut-être que j'oublie personne. Les classements sont incertains. Moi, je ne recommande pas d'en parler pour répondre simple. D'accord. Les classements sont incertains pour une partie d'entre elles, pour une partie des écoles. Ça ne vous personnalise pas et ça ne personnalise pas une école. Je préfère que vous disiez, je préfère votre école pour telle raison, tel cours où j'ai vu telle spécialisation, que de dire, je viens chez vous parce que vous êtes septième d'après le classement de Totis ou de je ne sais qui. Non, c'est pas utile de parler des classements. C'est pas un tabou, mais c'est pas utile. Alors concrètement, comment se vendre? Il faut se vendre, ça montre de la motivation, ça met en avant vos qualités. Il y existe 2 manières de se vendre. Un, il faut vous préparer. On voit que vous êtes préparé. Se vendre, c'est montrer que vous êtes préparé. Présentez-vous, c'est parti. Vous connaissez votre présentation. On vous branche sur l'école, bam, 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 vous avez bien vu l'école. On vous branche sur un de vos thèmes personnels, on voit que vous êtes préparé. Il ne s'agit pas d'apprendre par cœur, il ne s'agit pas d'apprendre des phrases. Si vous utilisez l'IA Totis, vous n'allez pas reprendre mot à mot. Mais on voit que vous avez préparé. Vous entrez dans une grande école. Jamais un prof ou un jury vous reprochera d'avoir préparé. Meilleur moyen de se vendre, un, se préparer et montrer que vous êtes préparé tout en restant naturel et spontané parce que c'est tout à fait compatible. Deuxième moyen de se vendre, citez vous-même vos qualités. N'attendez pas qu'on vous les demande. On ne vous trouvera pas arrogant, on vous trouvera motivé. OK. Si on doit résumer, le contenu d'un entretien, quelle que soit l'école, quels sont les attendus? Alors effectivement, il y a des choses qu'il faut préparer qui apparaîtront plus ou moins selon les écoles et en réalité selon les jurys. Au sein d'une même école, les jurys posent des questions qu'ils veulent. Il n'y a pas de plan type, il n'y a pas de questions obligatoires. C'est pour ça qu'il faut préparer les points suivants, parce qu'en ces cas-là, il n'y aura aucune surprise et vous êtes sûr de réussir. La présentation. Selon les écoles, la durée n'est pas la même, mais vous préparez votre présentation pour bien démarrer. 3 grands blocs. Vos activités extrascolaires, ce que j'appelle les thèmes personnels. Activités extrascolaires, les activités, les stages, les jobs, les séjours à l'étranger et tous vos centres d'intérêt. Deuxièmement, le projet pro. Avoir préparé un projet pro, savoir en parler. Troisièmement, personnaliser l'école, préparer l'école. Et point suivant, l'actualité. Préparer l'actualité, suivre l'actualité. Anticiper tranquillement, mais ça, vous ne pouvez pas vraiment les préparer, les questions que vous appelez à tort pièges déstabilisantes. Est-ce que si vous étiez un animal, avec quelle personnalité vous aimeriez partir en vacances? Liberté, égalité, fraternité, lequel des trois vous paraît le plus important? Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est très difficile à anticiper, mais en tout cas, d'avance, vous détendre. Et la conclusion. Présentation, thème personnel, projet pro, école, actualité, conclusion. Par exemple, anticiper la question: «Avez-vous une question à nous poser?» Si vous préparez tout ça pour chaque école, vous arrivez tranquille. Et alors, quelle est la durée, requise pour une présentation d'entretien AST? Alors il y a
Moi, je recommande la durée, ce que je recommande, sauf pour les écoles qui ont des particularités que j'évoquerai tout de suite après, c'est environ 2 minutes 30. 2 minutes, 2 minutes 30. On parle parfois de 5 minutes, j'ai vu ça quelque part à plusieurs endroits, certainement pas. 5 minutes, c'est beaucoup trop long pour les jurys, ça va les saouler, mettez-vous à leur place. Donc 2 minutes, 2 minutes 30. Par exemple, pour des écoles qui ne donnent pas d'indication particulière, comme le SCP, Schema, Neoma, Kedge, ce sont des écoles qui ne donnent pas de minutage, donc 2 minutes, 2 minutes 30. Certaines écoles donnent un minutage. Lyon, 1 minute, 1 minute. L'EDEC, c'est 4 minutes, avec un mot que vous tirez au sort et que vous allez ajouter dans la présentation. À l'ESSEC, l'entretien dure plus longtemps, donc vous pouvez aller jusqu'à 3 minutes. D'accord? Mais pas au-delà. Si jamais vous la rédigez, hein, beaucoup d'élèves la rédigent, par expérience, 1000 caractères avec espace, c'est à peu près 1 minute. Donc, entraînez-vous, vous n'êtes pas obligé de l'apprendre par cœur, mais par contre, ne démarrez pas en bafouillant. Donc, je recommande quand même de vraiment bien maîtriser la présentation. Et alors, certains candidats se préparent avec des intelligences artificielles. Comment fonctionne concrètement l'IA TOTIS Entretien ST à laquelle tu as participé à élaborer? Ouais, l'IA TOTIS AST, avec laquelle effectivement je suis assez heureux d'avoir, collaboré. Elle fonctionne de manière assez directe et assez simple et surtout de manière personnalisée. C'est ce vraiment à quoi j'ai tenu, c'est qu'on mette en avant les éléments personnels de chaque candidat. Donc là, l'IA TOTIS va d'abord vous poser des questions parce que pour préparer quelqu'un, pour aider quelqu'un, il faut lui poser des questions et notamment sur les points clés de l'entretien, vos activités extra-universitaires, centres d'intérêt, votre projet professionnel pour vraiment vous obliger, dans le bon sens du terme, à expliquer, à apporter du contenu personnel. Elle va vous donner des indications en utilisant la méthode Carrel, hein, que j'utilise pour la préparation aux entretiens et qui va vous montrer comment, avec une activité, la musique, du sport, une colonie, un stage, un job, du babysitting, un job de serveur, tous ces thèmes-là, tout ce que vous avez réalisé, comment vous en servir concrètement, quelle qualité et quelle valeur ça prouve, parce que parfois vous n'avez pas toujours la certitude que ça dit des choses de vous et pourtant ça dit beaucoup de choses de vous, donc l'IA le fait très, très bien. Va vous donner des exemples, je mets les guillemets, de formulations à refaire à votre sauce et vous donner beaucoup d'informations sur l'école et notamment personnalisées, plutôt très bien, je trouve, en fonction de vos centres d'intérêt, de votre projet professionnel, ce que l'école spécifiquement peut vous apporter. Après, j'insiste, adapter, personnaliser, hein, l'IA ne peut pas tout et entraînez-vous. Et j'ajoute, quels sont les avantages de travailler avec une IA dans ses révisions plutôt qu'un coach humain? Je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages à travailler avec un coach humain, même si j'aime pas le mot coach, hein, je l'utilise pas, mais à titre personnel, mais de toute façon, j'ai pas le temps, j'ai beaucoup d'élèves et donc pour moi, il y a pas concurrence entre Mmh. une activité de coach humain et l'IA TOTI, sinon j'y aurais pas contribué, mais j'avais envie de le faire et puis je voulais qu'elle soit de très bonne qualité, puisque je sais que déjà, beaucoup de candidats, m'ont dit s'en servir. Bah, il faut personnaliser. Le coach humain, il va personnaliser beaucoup plus. Il va pouvoir mieux tester vos défauts parce qu'il faut savoir simuler l'entretien et dans l'interaction, bah, quand vous avez le candidat en face de vous, en présentiel ou en Zoom, bah, vous voyez un certain nombre de défauts dans les réponses, des erreurs qui peuvent arriver. Et puis, l'intelligence artificielle est sans doute beaucoup plus intelligente que moi, mais quand même, moi, je vais réagir, je vais rebondir, l'élève va dire un mot, je peux apporter un élément, c'est pas du tout la même chose, hein. On n'est pas du tout dans la même, la même approche. Après, d'abord, des préparateurs aux entretiens, il y en a pas tant que ça. Des préparateurs compétents, il y en a encore moins et très clairement, moi, je fais des préparations individuelles, au bout d'un moment, je refuse des élèves parce que par manque de temps. Un des grands intérêts de l'IA, c'est qu'elle est ouverte 24 heures sur 24, donc allez-y. Merci beaucoup. On va maintenant aborder les spécificités des grandes écoles du top 10. D'abord, pour le trio de tête HEC, ESSEC, ESCP en AST, est-ce qu'il existe une attente particulière d'excellence à l'oral? Alors, ce sont des très grandes écoles, donc je dirais que même pour le top 10, hein, chaque jury demande de l'excellence à l'oral, hein. Je ne peux pas vous dire que la neuvième ou la dixième école n'attend pas de l'excellence. Pour eux, et c'est normal, chaque école, leur école, c'est la meilleure école du monde. D'accord? Donc l'excellence, elle est partout. Ceci étant dit, HEC donc a très, très peu d'admissibles, scolarisés en France, ESSEC, ESCP, il y en a plus, hein, que je prépare. Il n'y a pas de demande particulière, il n'y a pas de spécificité, hein, comme dans d'autres écoles, à l'oral. En revanche, vous aurez pour ces 3 écoles, répondu à des questions, à des questionnaires, qui peuvent être, quel est votre projet pro? Pourquoi est-ce que vous candidatez à l'école? Si on organisait pour vous, un dîner, quelle personnalité inviteriez-vous? Ou, quelle expérience vous a le plus marqué et montre le mieux vos valeurs? Donc, rappelez-vous que vous avez répondu à ces questions. Tout bêtement, bah, relisez vos réponses parce qu'il est possible que les jurys les aient sous les yeux et s'appuient
sur elle pour vous poser des questions. Pour le reste, non, il n'y a pas de particularité dans les entretiens des 3 parisiennes en admission sur titre. L'entretien ST de M Lyon, qu'est-ce qui caractérise leur format d'entretien? Alors le M Lyon, c'est, je pense, l'entretien le plus touchy et qui demande d'être le plus préparé. Il faut de l'entraînement sur l'entretien de l'EM Lyon. Il se passe en 2 parties, parfois 3. La première chose, présentez-vous en 1 minute. 1 minute. Donc ça, il faut le préparer. On le sait. Donc, vous allez très vite. Votre formation d'origine, vos meilleurs thèmes, votre projet pro. Et éventuellement le mot EM Lyon. Mais pas de fioritures, pas de détails. Ils savent pourquoi vous êtes là, ils savent que vous l'avez préparé. Bam, 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 ça bombarde. Après, vous tirez au sort 4 questions dans un chapeau, ce qu'on appelle les cartes. Créativité, projet, expérience, personnalité. Sincèrement, plus ça va, plus elles sont coton et un peu farfelues. Ce qui a changé depuis 3 ans, et attention parce qu'il existe encore un peu partout des vidéos ou des livres où ça n'a pas été modifié. Et c'est plutôt favorable aux candidats. Vous répondez à la première des cartes, et là, vous avez un petit dialogue avec les jurys. Ils vont vous poser les questions autour de votre réponse. Première réponse, discussion. Deuxième réponse, discussion, et ainsi de suite. Alors qu'avant, il fallait répondre aux 4 questions d'un coup. C'était l'enfer en un quart d'heure. C'était l'enfer pour les candidats, et je vous le dis, l'enfer pour les jurys qui devaient écouter les candidats parler sans pouvoir réagir. Donc maintenant, c'est un petit peu simplifié. Essayez dans vos réponses d'introduire des ingrédients de l'entretien, c'est-à-dire autant que possible 1 ou 2 de vos meilleurs thèmes, si possible votre projet pro et si possible l'école, quitte à tordre un peu les questions. Utilisez les termes de la question pour développer, parce que théoriquement, vous devez encore répondre pendant un quart d'heure, mais maintenant que ça a été découpé, il semblerait que les jurys n'arrivent plus vraiment à chronométrer. Mais là, développez vos réponses. Prenez le temps, détaillez. Vous êtes là pour ça, vous êtes le sujet de l'entretien, donc vous pouvez y aller détailler. Et s'il reste du temps, bah, le jury continue avec un entretien classique pour aborder soit des choses qui n'ont pas été évoquées, soit approfondir des sujets qui ont été abordés à l'occasion de la première partie. À présent, pour l'entretien de l'EDEC AST, y a-t-il des attentes particulières en termes de profil ou de discours? Non, il n'y a pas d'attente particulière. Dans aucune école, en réalité, il y a d'attente particulière. Je veux dire, elles veulent de l'excellence, les meilleurs candidats et candidates pour leur école. En revanche, l'entretien à l'EDEC est très particulier. Il est en 3 temps. Premier temps, vous vous présentez en 4 minutes, debout, devant 5 autres candidats et 3 jurys. Dans votre présentation de 4 minutes, vous devez introduire un mot qui a été tiré au sort et vous avez 1 minute pour préparer. Donc ça se prépare. Alors, des listes de mots, il en existe. Ça peut être pêche, manger, gâteau, artifice, entreprise, argent, liberté, éventail, feu d'artifice. Enfin bon, des mots assez rigolos quand même. Et je pense que plus le mot est spécifique, plus l'épreuve est sympa. Parce que des mots comme argent, entreprise, parfois les élèves les citent, on s'en rend même pas compte. Bon. Donc il faut placer le mot. Donc là, il faut le préparer. Ce que je recommande, ne le placez pas au tout début. Ça donne l'impression que vous en débarrassez. Ne le placez pas en toute fin, vous risquez de dépasser et de ne pas pouvoir le faire. Et ce qui est amusant, c'est de voir les candidats, des fois, un peu tourner leur présentation, tordre avec un truc un peu lourdeau pour arriver à placer le mot éventail. Et ça fait généralement sourire les jurys. Deuxième partie de l'EDEC, une épreuve collective. Donc les 6 candidats, donc les 6 qui se sont présentés ensemble, vont répondre à une question de l'école, généralement une question d'entreprise. On vous donne des documents ou une vidéo, maintenant c'est une vidéo, en vous demandant quelle est la meilleure des 3 solutions proposées. Aucune n'est évidemment bonne, mais vous devez vous mettre d'accord. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant l'épreuve, les 3 jurys vous regardent. Et en réalité, un jury regarde 2 candidats. 3 pour 6, tac. Moi, je regarde A et B, toi, tu regardes C et D, lui, il regarde E et F. Il vous regarde, il regarde comment vous comportez, comment vous participez, comment vous coopérez, comment vous apportez les choses. Donc, pas la tête basse, vous marmonnez pas, vous n'essayez pas d'écraser tout le monde. Moi, ce que je recommande, c'est de coopérer. Vous aurez, vous, d'autant plus une bonne note que les 5 autres auront une bonne note. Il y a tellement d'admissibles que ça ne se joue pas entre vous. Troisième partie de l'entretien, le jury qui vous a bien regardé pendant votre présentation et pendant l'épreuve collective, entretien classique d'1 quart d'heure avec un seul jury. C'est la seule école, je crois, qui a un jury unique. Et concernant l'épreuve de schéma en AST, est-ce qu'il existe des spécificités? Alors oui, schéma spécifique. Ouais. Ah, je viens de bafouiller, ça n'a aucune importance. Bafouiller n'a aucune importance. Et je vous le garantis, ça vous arrivera pendant vos entretiens. Donc vous tracassez pas. Ce que j'espère en regardant cette vidéo, que vous ne vous direz pas, ben non, c'est nul, le gars, il a bafouillé. C'est pas grave. Les jurys sont au-dessus de ça. Bafouiller, c'est pas un problème. Ça arrive une fois, vous vous reprenez et c'est parti. Donc je m'excuse, je reprends. Il y a une spécificité très forte à Schema, c'est le fameux CV projectif. Quand vous êtes admissible à Schema, le jour de l'oral, vous amenez avec vous, vous apportez donc en 3 ou 4 exemplaires propres,
un CV projectif. C'est votre CV dans 10 ans. Donc en gros, vous avez entre 20 et 22, 23 ans, donc à 32, 33 ans. Donc votre CV sur lequel vous allez devoir faire apparaître, bien entendu, le temps que vous passez à Schema, les spécialités, les campus, les assos, votre début de carrière, 4 ou 5 ans de carrière, probablement 3 jobs, 2 jobs et le début du troisième, ça vous oblige vraiment à y réfléchir. Et n'oubliez pas, ça c'est un oubli fréquent, vos activités actuelles, parce que ça permet quand même au jury et à vous de montrer vos centres d'intérêt actuels, ne les oubliez pas. Il y a 2 couleurs, en noir, l'actualité, aujourd'hui, le jour où vous passez l'oral, et en bleu, en rouge, en vert, le futur. J'ai écrit un article sur le CV projectif de Schema, et vous retrouvez sur la page Schema de Totis mes explications détaillées, mes conseils. C'est la principale particularité, qui est une épreuve très intéressante, même pour les élèves qui ne passent pas Schema, ou qui ne sont pas admissibles. Évidemment, pouvoir vous projeter sur le début de votre carrière, question qu'on pose fréquemment pour le projet pro, c'est, je trouve, une épreuve tout à fait utile à envisager. Bon, c'est une épreuve tout à fait efficace. Est-ce que vous pourriez à présent nous parler de l'entretien AST de GEM? Oui, l'entretien AST de GEM a une belle particularité, que j'aime beaucoup, j'avoue que j'aime beaucoup, elle est très bonne, qui est que le candidat va interviewer un des membres du jury pendant 9 minutes. Alors d'abord, pas de souci, parce que souvent les élèves me disent « Oh là là, mais si j'en prends un, l'autre, qu'est-ce qu'il va dire ?» Ils sont habitués, c'est pas grave, ils ne vont pas se vexer parce que vous choisissez le prof plutôt que l'ancien élève. Il faut l'anticiper, et là, et je précise que sur la page Totis de GEM, j'ai rédigé un article et proposé des conseils justement sur anticiper. Ce que vous allez anticiper, c'est des types de questions sur la chronologie, sur la carrière, sur les qualités, sur les centres d'intérêt. Restez plutôt centré sur études, activités, un peu centre d'intérêt et pas de questions trop personnelles. Je recommande de ne pas le faire. Et le plus important dans cette épreuve, c'est d'écouter. Le jury vous tend des perches. Par exemple, il va vous répondre, oui, j'ai changé d'entreprise, je suis maintenant directeur marketing et j'ai beaucoup d'intérêt à ce nouveau métier, même s'il y a certaines difficultés. Et vous avez noté certaines difficultés. Et après, à un moment, peut-être pas tout de suite, mais vous l'avez gardé. Tout à l'heure, vous avez évoqué certaines difficultés. Est-ce que vous pouvez détailler? Et ça, les jurys, ils adorent. C'est aussi une épreuve d'écoute. Et n'arrivez pas avec un plan type, mais des grands thèmes. Je les expose sur la page GEM de Totis, des grands thèmes de questions qui vous permettent d'anticiper cette discussion. Il faut absolument vous entraîner. Moi, je le vois que les élèves que j'accompagne, la première fois, c'est la cata. La deuxième ou troisième fois, ça marche très bien. Qu'est-ce qui distingue l'épreuve AST de Kedge? Alors, Kedge a mis en place depuis quelques temps une épreuve qui est assez sympa, qui s'appelle le révélateur. Il s'agit de vous révéler auprès du jury et qui s'appuie sur les objectifs de développement durable, les ODD qui ont été mis en place, je crois, par l'ONU, qui sont assez connus. Donc, il faut déjà vous alliez vous anticiper et vous familiariser avec les ODD. Vous voyez, j'ai une feuille, il y en a 17, vous devez quand même en connaître quelques-uns. Et notamment, on va vous demander en fait de mettre en avant celui qui vous intéresse le plus. Ensuite, vous avez une carte autoportrait. On va demander au candidat de vous présenter de manière un peu synthétique et originale au travers un mot qui va être tiré au sort, donc qui permet de personnaliser, de montrer votre créativité. Là, par exemple, j'ai des exemples, audace, rêve, atout, voyage. À partir de là, vous bâtissez votre petite présentation. Ensuite, vous avez une carte qui s'appelle trait d'action. Et à partir de traits d'action, on va vous demander de mettre en avant des activités. Là, vous mettez en avant vos thèmes, vos centres d'intérêt, mais en essayant quand même de placer un lien avec un ODD. C'est peut-être un peu artificiel parfois, mais il faut essayer de le faire. Je ne pense pas que si vous ne le faites pas à ce moment-là, ça vous posera problème. Mais dans le trait d'action, il y a des mots qui vous sont imposés, ou en tout cas indicateurs, tirer au sort, promouvoir, défendre, réformer, détruire. Et donc là, par contre, il faut vraiment les utiliser. La carte trait de pensée, donc là, on va vous donner une affirmation assez du type le télétravail est une avancée dans la société. Le sport n'est pas l'industrie comme les autres. Et là, on va vous demander votre avis sur le sujet. Et enfin, une carte trait d'esprit qui va montrer un petit peu de créativité, où là, l'école s'est amusée à mélanger des mots ou des paradoxes, des oxymores, beauté hideuse, parfait chaos, silence tonitruant. Et autour de ça, vous devez un petit peu broder. Et en fonction du temps que vous aurez mis à développer tout ça, le jury pourra vous poser les questions classiques, traditionnelles. Dans ce cas-là, ils auront lu votre CV, je pense, pour eux-mêmes avoir une idée à votre sujet. Merci beaucoup. Et enfin, Néoma, y a-t-il des questions récurrentes ou un format atypique? Alors, il y a un format particulier à Néoma qui est qu'auparavant, vous remplissez un questionnaire que vous remplissez chez vous et que vous remettez au jury le jour de l'entretien.
et que donc là, les jurys vont le lire, hein, très rapidement et donc ils vont s'appuyer, c'est ça qui est atypique. Après, comme tous les entretiens, on est sur les mêmes, sujets, c'est-à-dire parler de vos thèmes personnels, votre projet pro, la connaissance de l'école et peut-être un suivi de l'actualité. Donc les questions de Néoma, par exemple, de quelle action, réalisation individuelle, entre autres, au sein d'une organisation, association, êtes-vous le plus fier? Qu'appréciez-vous le plus ou le moins dans le travail d'équipe? Qu'attendez-vous de la dimension internationale? Quelle contribution apporter à l'école et qu'attendez-vous du programme Grande École de Néoma? Rien de bien inquiétant. Les réponses, alors selon les écoles, pour Néoma, il n'y a pas de taille imposée, mais ne soyez pas trop long. Ne dépassez pas à l'écrit les 4, 5, 6 lignes. C'est trop long, les jurys n'auront pas le temps de le lire. Et ce que je recommande toujours, c'est qu'il y ait au moins une question sur laquelle vous répondez en une ligne ou deux. Celle-là, vous êtes sûr qu'ils la liront. Les autres, parfois, si c'est un peu long, ils ne liront pas. Là, c'est l'occasion de balancer vos meilleurs thèmes que vous répéterez pendant l'entretien et c'est normal de se répéter. Autre sujet, certaines écoles ont des entretiens en anglais pour des candidats étudiants hors de France. Comment s'y préparer? Alors ça, c'est plutôt pour les candidats, AST, scolarisés effectivement à l'étranger. Ben, l'anglais, ben, ça c'est votre niveau d'anglais. Généralement, quand on est scolarisé à l'étranger, on parle beaucoup l'anglais, donc il y a pas de souci. Les questions sont les mêmes. Alors là, vraiment, il y a aucune distinction sur le contenu de l'entretien. Alors bien entendu, selon que le candidat est, candidat AST international ou AST Ouais. français. Évidemment, vous mettrez en avant votre expérience en international, le fait d'avoir été le plus souvent, si je puis dire, exporté à l'étranger à 18 ans, souvent dès après le baccalauréat, c'est une vraie expérience. Se retrouver en Angleterre, au Canada, en Allemagne à 18 ans, valoriser cette expérience. Après, on est sur des entretiens assez classiques. Pour les candidats, français, passant à l'entretien traditionnel, l'entretien n'est pas en anglais, je le précise. L'entretien n'est pas en anglais. En revanche, il peut arriver dans certaines écoles, c'est le cas à l'ESCP, c'est le cas à l'ESSEC parfois ou d'autres écoles, qu'on vous pose une question ou deux en anglais pendant l'entretien. Donc en ces cas-là, ben, répondez directement en anglais, hein. Ne demandez pas: «Est-ce que je réponds en anglais?» ce qui arrive souvent, ce qui est un peu ridicule. Également, il y a aussi une épreuve d'anglais en plus de l'entretien, dont le coefficient est moins important. Là, ce que je vous recommande, au-delà de votre niveau d'anglais, et là je ne suis pas expert, c'est d'être capable au moins de vous présenter en anglais. Il arrive que le jury, gentiment d'ailleurs, vous dise: «Ah bah tiens, avant qu'on démarre», vous le demande en anglais, «est-ce que tu veux bien te présenter un peu?» Donc, anticipez votre présentation. Hein, tout à l'heure, j'ai fait le test avec Valentine. Il y a des mots en fait qu'on ne connaît pas. Hein, prenez un animateur de colonie de vacances, et j'en avais un qui j'ai travaillé la semaine dernière, qui a animé une veillée finale fondée sur des jeux de rôle. Je lui ai demandé comment on le disait en anglais, il ne savait pas le dire. Il ne savait pas parce que ce n'est pas les termes courants. Donc, traduisez votre CV, sachez traduire votre CV, préparez la présentation en anglais. Et voilà, il n'y a pas de difficulté particulière, si ce n'est bien entendu votre niveau d'anglais qu'il faut aussi préparer. Dans la conclusion de cet entretien, je vais vous poser plusieurs questions qui regroupent un petit peu tout ce qu'on s'est dit. Quel est le conseil numéro un que vous donneriez à un candidat ST la veille de son entretien? Détente, la veille, détente, bossez pas jusqu'à minuit, relisez la fiche école, achetez le journal le matin, et même le lendemain matin en arrivant, et tout ira bien. Quel est le profil de candidat qui vous a le plus marqué positivement dans votre carrière de jury? Ce qui frappe le plus, c'est les candidats vraiment très motivés, qui ont vraiment envie d'entrer dans l'école, qui connaissent parfaitement l'école, qui l'ont bien préparée et qui ont quand même un projet pro assez décidé, assez certain. C'est ça qui me marque le plus. Après, j'ai tellement d'élèves chaque année. Ce qui me frappe, c'est pour la plupart d'entre vous, et même pour vous tous, vous avez tous de l'engagement, du travail, des associations. Tout est bon, tout se valorise. Donc c'est difficile de sortir un profil particulier. Les attentes des jurys ont-elles évolué depuis plusieurs années? Est-ce que les candidats aussi changent? Oui, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau, depuis 2 ans en entretien, c'est l'apport de l'IA. L'IA peut vous aider, hein, l'IA Totis peut vous aider, mais surtout, les jurys savent que maintenant avec l'IA, vous pouvez être aidé et surtout, vous pouvez effectuer des recherches. Moi, je ne le cache pas, devant mes élèves, je fais des recherches sur une IA. Aujourd'hui, prenons par exemple, question toute bête, un élève qui va s'intéresser, par exemple, au domaine de l'hôtellerie, qui veut entrer dans une grande école de commerce, je vais aller demander une IA, vous pouvez le faire, pour chaque école. Quel est le lien entre telle école et le business de l'hôtellerie? Vous détaillez votre prompt. Par exemple, y a-t-il des cours, des spécialisations en relation? Y a-t-il des professeurs connus, expérimentés, qui ont écrit des livres, tourné des vidéos, écrit des articles? Y a-t-il des anciens élèves qui travaillent dans des grandes entreprises d'hôtellerie que je pourrais citer? L'IA Totis vous le permet, mais les jurys savent qu'aujourd'hui, ces recherches sont très faciles à faire.
domaine sur un projet Mmh. professionnel. Qu'est-ce que le private equity? En fusion-acquisition, donne-moi des exemples récents, d'exemples de fusion-acquisition en France ou en Europe. Comme je le dis toujours en plaisantant, vous posez des questions, heu, vous allez prendre un petit verre d'eau et quand vous revenez, vous avez la réponse et ça maintenant les jurys le savent. Donc les élèves qui se préparent mal, je pense qu'aujourd'hui, ils le paieront, beaucoup plus qu'avant. Merci beaucoup. Enfin, une dernière question. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre un 12 et un 20/20, dans un entretien? D'abord la qualité de la préparation. Très, très clairement. Des candidats mal ou moyennement préparés, on le voit et les jurys sont très exigeants, avec la préparation et notamment la capacité à parler de l'école, la capacité à avoir réfléchi à un projet pro et savoir en parler, s'être informé, le connaître, sans être encore un expert. Et puis surtout, j'insiste, la capacité à se valoriser, à se mettre en avant, à ne pas être modeste, à citer ses qualités. Et enfin, l'énergie. L'envie et l'énergie, que je sois bien clair, c'est pas l'aisance à l'oral, c'est pas la tchatche, c'est pas le bagou, c'est l'envie, c'est la préparation. Moi, je vois les élèves avec qui je travaille qui sont plutôt timides par nature ou qui se disent pas à l'aise à l'oral, mais qui sont concentrés, qui montrent de l'intérêt pour le jury, l'intérêt pour les questions. C'est ça qui fait réussir. Merci beaucoup pour cet entretien et d'avoir répondu à toutes nos questions. Eh ben, je suis allé prendre mon petit verre. Merci, merci, de m'avoir interviewé. Puis j'espère que, mes conseils vous seront utiles et on se retrouve peut-être, indirectement sur, l'IA Totis, entretien AST. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve sur Totis.